Alors, en attendant que tous les intervenants arrivent, que tout le monde s'installe, moi, j'ai un dada, donc je m'appelle Solène Thomas. J'ai le plaisir d'introduire cette séquence. Et je vais nous inviter à 1 minute de pleine conscience. Faire un salon, c'est un peu éprouvant. On est d'accord ? Je vais nous proposer juste 1 minute, c'est très court. Ça va permettre, on va dire même 2, tiens, je vais faire un peu de rab. Ça permet à tout le monde de s'installer. Je nous propose de décroiser les jambes, de poser tout ce qu'on a dans les mains. Prenez ces 2 minutes comme un temps de relaxation. Vous n'êtes pas obligé de suivre la guidance que je vous propose. Juste 2 minutes de détente. On peut conscientiser nos pieds sur le sol, les pieds bien à plat au sol. Décroiser les jambes. Avoir le dos droit, les épaules légèrement en arrière. Si on le souhaite, on peut fermer les yeux. Et prendre conscience de notre respiration. Juste au niveau des narines, ressentir l'air. Se sentir vivant, vivante. Ici, présent, présente ensemble. 50 secondes de silence, une éternité. On peut poser notre regard sur le moment, ici, maintenant. Comment on se sent dans notre corps? Comment on est dans notre mental? Est-ce que c'est très actif, beaucoup d'idées? Est-ce que l'esprit est clair? Accueillir le moment présent. Merci à nous. Je remets le gong. Paraît-il que j'ai un temps limité. 5 minutes. Nous sommes ensemble dans cette salle pour parler de l'humain. L'humain est-il capital? Alors d'abord, un court sondage. Qui pense vraiment, vous en tant que personne, pour vous, l'humain, c'est capital? Si vous le pensez, foncièrement, levez-vous. Levez-vous. Ok, super. Bravo, citoyens, citoyennes, debout. Et je vois que tout le monde a sa place ici. Tout le monde ne s'est pas levé, hein, mais je viendrai vous questionner après. Donc, on est tous convaincus. On est un peu entre convaincus. Je pense que 80% des gens ont cette même pensée, cette même intention. L'humain, c'est capital. Pourtant, foncièrement, ce n'est pas actuellement notre projet de société. On vit dans une société capitaliste. Alors, tout ce qui se finit par iste est potentiellement dangereux. Il y a souvent du dogmatisme, en tout cas une croyance forte, verticale, qui tient un système de société, un système socio-économique politique. Nous vivons dans un système capitaliste. Au centre de notre société, ce n'est donc pas l'humain. La société n'est pas pensée de manière humaniste, elle est pensée de manière capitaliste. Dans une société capitaliste, ce qui compte, c'est ce qu'on peut compter. L'humain a la même étymologie que humus, c'est la terre. L'humain, c'est ce qui se joue en creux. Souvent, ça ne se dit pas, ça ne se compte pas, ça se ressent, ça se met en lien. Peut-être connaissez-vous les travaux sur l'humanitude de d'Yves Ginet,
4 piliers à l'humanitude, ce qui fonde une philosophie de la relation à l'autre, notamment dans le cadre du soin. 4 piliers très simples. D'abord, le regard. Se regarder. Le regard, c'est la considération. Les personnes qui ont un handicap ou qui vivent dans la rue ont tous un même constat. La violence est d'abord dans le fait de ne pas être vu. Ne pas être vu, c'est violent. Deuxième pilier à l'humanitude, le toucher. Cette humanitude-là est mise à mal par le Covid, la distanciation sociale, le télétravail aujourd'hui dans nos entreprises. On se touche moins, on est moins en contact physique, on se sent moins. Le troisième pilier à l'humanitude, la verticalité, se tenir debout. Des personnes en fin de vie sont aussi accompagnées par ces médecins formés à l'humanitude pour se lever, même s'ils sont souvent alités. Prendre cette posture verticale, c'est signe d'autonomie et de dignité, se tenir debout. Quatrième pilier à l'humanitude, la parole. Mais pas n'importe quelle parole. Une parole authentique, pas la novlangue managériale. La parole qui dit vrai. Comment vas-tu ce matin ? Alors, dans cette société capitaliste où l'humain fondamentalement ne compte pas, se pose la question de garder notre humanité, j'ai même envie de dire d'élever notre humanité. J'aime beaucoup la philosophe Simone Veil. Dans La grâce à la pesanteur, elle nous questionne. Comment rester humain quand on fait collectif ? Et elle explore la loi de la pesanteur. Tout ce qui s'agrège pèse. Hein, vous avez vu ces agoras, ces liesses collectives dans le sport, ça peut facilement être grossier. Mais il y a aussi des moments de grâce. Et comment toucher la grâce, nous dit Simone Veil, en ayant le désir de s'élever avec l'autre, avec les autres. Il y a donc là un projet presque politique, une intention forte. J'ai la chance, dans le recrutement de dirigeants, de travailler essentiellement avec des dirigeants qui ont fait évoluer leur statut d'entreprise pour aller vers des entreprises à mission, qui intègrent les objectifs socio-environnementaux, qui ouvrent le capital à leurs salariés. Et pourtant, même dans ces entreprises et avec ces dirigeants, être humain reste un défi. Merci de votre écoute. Alors j'invite sur scène Marie Danser. On peut applaudir Marie, journaliste. Tu animes cette table ronde, Marie. Je crois que tu as un micro juste là. Est-ce qu'on invite les autres intervenants tout de suite ? Oui, allons-y, que je ne reste pas seule. Catherine, Thomas, je vais vous les présenter, puis les deux Nicolas. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup, Solène. Donc, tu n'as pas dit que tu étais... je suis une femme, j'oublie de dire qui je suis. C'est très féminin. Tu agis dans le domaine culturel et dans le domaine du recrutement de dirigeants humanistes. Exactement. Tu en as parlé, tu l'as évoqué pendant cette introduction. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci bien. Et puis, on va enchaîner. Merci à vous d'être là. On peut s'asseoir. Hein. Voilà. Donc cette table ronde qui s'appelle « L'humain, c'est capital ». Alors on va très vite entrer dans le vif du sujet. Hein. L'idée, c'est de toujours s'intéresser à cette question de... Il n'y a pas que la performance économique, il y a le bien-être des salariés, le bien-être des parties prenantes. Il y a une certaine qualité de vie. Il y a les questions de juste rémunération. On a entendu parler du salaire décent avec l'exemple de Michelin. Il y en a d'autres. Et puis, bon, ça soulève des questions, mais en tout cas... Ce sont des sujets qui prennent de plus en plus de place dans l'actualité. On va voir si ça se concrétise. Et on va parler là pendant ces 45 minutes. Je prends mon petit chrono. On va parler des bonnes pratiques, des initiatives, de ce qui se fait déjà aujourd'hui, de ce qui pourrait se prolonger, s'approfondir, ce qui reste encore à faire. Donc je l'ai déjà un peu dit, on va prendre 45 minutes. Et il y aura 10 minutes de questions
à la fin. Donc, si vous avez des questions, notez-les. Et puis, une personne viendra circuler dans la salle pour que vous puissiez prendre le micro et vous exprimer. Et puis, une dernière petite consigne à nos intervenants, de penser à bien être concis et puis à interagir. Voilà, vous n'hésitez pas aussi à vous interpeller. Ce sera ce qui permettra d'avoir un débat qui soit vivant. Alors, je vous les présente un peu dans le désordre, en fait. Enfin, Nicolas Rouffet, vous vous êtes presque installé dans l'ordre que j'avais choisi pour vous présenter. Donc, vous êtes parfait. Nicolas Rouffet, vous êtes directeur industriel de Duralex, une entreprise dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. On y reviendra, qui est passée en scope le 1er août dernier. Alors ensuite, il y a Catherine Doriac. Vous êtes activiste et journaliste dans le domaine de la mode, du textile, et vous avez fondé une ONG qui s'appelle Fashion Révolution France. Et vous vous battez avec cette ONG pour les droits humains dans le secteur de la mode. À côté de vous, Nicolas Chaban, qui est fondateur de C'est qui le patron. Je pense qu'on connaît tous maintenant cette bouteille de lait. Avec ce bleu et blanche, et puis avec d'autres produits. Là aussi, la voilà. On y reviendra. D'autres produits ensuite. Et puis enfin, Thomas Go. Vous êtes associé chez EY au département Sustainability. Alors on va dire développement durable, peut-être pour essayer d'être en français dans le texte, avec une expertise particulière sur ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Et c'est un enjeu majeur, on le verra aussi avec Catherine. Donc c'est un point de vue un peu international aussi avec Catherine qu'on aura. Solène, je vous l'ai présenté. Et puis moi, on m'a demandé de faire quand même ma page de pub rapidement. Je travaille au journal La Croix et plus spécialement dans la rubrique qui s'appelle Économie et transition. Et on veut juste insister là-dessus, c'est qu'on a décidé de créer cette rubrique pour prendre un peu en charge tous les sujets qui ont lien avec la transition, un peu dans tous les domaines, pas uniquement économiques. Donc voilà, c'est un peu, vraiment une volonté de notre part d'être présent sur ces sujets-là et d'accompagner, de faire de la pédagogie autant que possible. Voilà, donc vous pouvez, il y a la croix qui est distribuée un peu partout, et puis vous pouvez aller sur notre site et vous inscrire gratuitement à une newsletter qui reprend nos articles sur ce sujet. Voilà. Merci, comme ça je ne serai pas virée à la fin du débat, j'ai fait ma pub. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être un premier tour assez rapide les uns et les autres pour rentrer de manière pas si anecdotique que ça, mais si vous avez les uns et les autres un chiffre, une anecdote, une histoire, quelque chose qui vous frappe et qui, selon vous, illustre le thème. L'humain, c'est capital. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et à quoi vous le reliez dans votre expérience concrète? On creusera ensuite. Là, c'est vraiment une première information. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer. Thomas, peut-être. Thomas Go, donc EY. Je pense que voilà, ça marche. Ouais, très bien, merci beaucoup Marie. Alors un chiffre que j'ai trouvé avant il faut bien parler dans le micro, voilà, okay. Coller le micro au menton. Okay. Donc un chiffre peut-être qui m'a marqué, 160 millions, c'est le nombre d'enfants dans le monde qui sont exploités pour leur travail. Donc quand on parle d'enfants, on parle d'individus de 0 à 14 ans. Et donc c'est 7% des enfants dans le monde. Donc vous prenez à peu près 10-12 enfants, vous les comptez. Et sur ces 12, il y en a un qui travaille, plutôt que d'apprendre, vraisemblablement. Merci pour cette entrée en matière. Nicolas Chaban, c'est qui le patron? C'est en 30 secondes, c'est ça? Ouais, parce 40. Non, mais l'humain, ce que ça m'évoque récemment, il y avait nous, on est très liés, évidemment, à la défense des producteurs, dans une situation assez dramatique, de plus en plus compliquée pour eux. Des gens qui nous nourrissent, qui ont du mal à se nourrir. Et on était avec des plus jeunes, des enfants, et j'ai essayé de leur faire comprendre à quel point c'était important. Et sur la dimension de l'humain, on a imaginé un peuple qui viendrait d'une autre planète, qui ne connaît absolument pas le fonctionnement de notre système. Alors la première question qu'il poserait, c'est bon, vous êtes donc des êtres humains. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous tous les jours? Boire et se nourrir, ok. Comment vous trouvez cette nourriture? C'est une famille de gens qui s'appellent les agriculteurs, qui travaillent pour nous amener cette nourriture. Donc, se dirait ce visiteur de loin, c'est la famille naturellement la plus protégée pour vous, puisqu'ils vous nourrissent. La réponse, c'est que c'est la plus fragile dans le monde. Donc on voit bien que la dimension de l'humain, elle intègre des absurdités qui vont jusqu'à l'idée que des gens qui nourrissent les autres peuvent avoir du mal à se nourrir eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Catherine Doriac.
Alors, moi, je vais vous donner le chiffre de 1138. 1138 quoi? 1138 morts lors de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, le 24 avril. Et surtout des jeunes femmes, puisque cet immeuble de 7 étages contenait des ateliers de fabrication de nos vêtements, à nous, occidentaux, avec des marques patrimoniales françaises. Et donc 1138 morts, c'est la catastrophe de l'industrie textile, la plus grosse catastrophe de l'industrie textile. Et c'est malheureusement grâce ou à cause de cet événement, de cet effondrement, que le monde de la mode a eu un petit soubresaut pour commencer à se poser des questions sur la façon dont on fabrique et dont on traite les gens à l'autre bout du monde. Nicolas Rouffet, alors vous avez un micro, allez-y. Alors moi j'ai choisi une anecdote, parler un petit peu de chez nous, Duralex, une jeune société, c'est une vieille usine, une marque emblématique depuis 80 ans, mais c'est une jeune société, parce qu'on a monté la Scope, comme le disait Marie, au 1er août. Très rapidement, on a voulu monter une opération pour la rentrée scolaire en collaboration, peut-être il y en a qui l'ont vu, avec le slip français pour promouvoir le Made in France. Aujourd'hui, principalement, c'est vendu en vente en ligne, en e-commerce. Chez nous, chez Duralex, la vente en e-commerce est sous-traitée. Prestataire logistique, bon, c'est toujours été comme ça risque de changer bientôt, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et à la rentrée scolaire, grâce au soutien des Français, grâce à l'élan, notre prestataire s'est retrouvé noyé. Je pourrais même parler au présent, et noyé. Si bien que, peut-être il y en a dans la salle, et j'en suis désolé, qui ont commandé le 3 septembre, qui ne sont toujours pas livrés. Je ne citerai pas la marque, parce que c'est un grand logisticien français, qui nous a proposé des solutions, mais qui ne sont économiquement pas viables pour nous, clairement. On n'a pas les moyens, et c'est complètement absurde, voire limite de profiter de cette situation-là. Donc, réunion en interne il y a une quinzaine de jours, mais quand je dis réunion, ce n'est pas la direction, c'est réunion avec les services, avec tout le monde, c'est un peu le principe de la Scope. Et là, naturellement, un roulement s'est fait, 2 personnes de chaque service, tous les jours, vont 2-3 heures en logistique et font des commandes. Donc on retire les commandes aux logisticiens et on envoie nous-mêmes. Hier, c'était par exemple la service qualité, 2 techniciens qualité qui sont sur les lignes de production, qui vérifient les emballages des fournisseurs, qui vérifient les produits et qui ils ont fait des paquets pendant 2 heures. Avant-hier, c'était moi avec un autre chef de service. Voilà. Et sans l'humain, c'est pas possible. On ne pourrait pas faire ce genre de choses. Merci beaucoup à tous là, pour ce panorama qui nous permet de continuer à avancer et de rentrer un peu plus concrètement encore dans le vif du sujet. Peut-être de se dire, vous, les uns et les autres, depuis votre poste d'observation ou depuis l'activité que vous exercez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de mettre l'humain au centre ? Par quoi ça passe? Par quels outils? Par quelles pratiques? Par quelles initiatives? Peut-être Nicolas Chaban de nous expliquer un peu comment ça fonctionne chez vous. Alors, en écoutant, nous, on n'a jamais eu de stratégie dans cette aventure. Je vous prie la grâce de trop vous rappeler, mais vous avez devant vous une brique de lait. On est une coopérative de consommateurs. Je crois que c'est important. Ça parle évidemment à mon voisin. Une coopérative, c'est la patronne, c'est un endroit où il y a des gens qui savent qu'en unissant leurs forces, ils vont agréger de l'énergie, de l'humain, et qu'à la fin de l'année, s'il reste de l'argent, ça reviendra vers le soutien qui est la principale raison de toute l'initiative, le soutien des producteurs. C'est-à-dire que nous, les initiateurs, les sociétaires, les fondateurs, on ne perçoit rien, on a rendu invendable cette structure, on sait qu'elle ne peut qu'être une structure qui aidera très longtemps les producteurs. C'était un point fondateur. Donc l'humain, on ne l'a pas réfléchi en stratégie. C'était incroyable, quoi. Nous, on était 2 au début, mais on a été rattrapés par l'humain. C'est-à-dire qu'on peut témoigner d'une chose. Alors je ne dis pas que c'est des modèles... Je me fais engueuler par les entreprises plus traditionnelles qui disent tu donnes l'impression qu'il ne faut rien organiser. Mais je fais un humble témoignage du fait que nous, on était 1, puis 2, puis 3... On s'est dit, on crée une brique de lait. Vous voyez, le logo fait en une nuit par un cousin. Bon, il est comme il est. Et cette dimension de ne pas avoir structuré,
d'avoir pas pris un point d'équilibre dans une réunion en disant on va là, puis on va essayer de faire quelque chose pour attirer ce qu'on appelle ce peuple extraterrestre aussi, les consommateurs, comment on va les ramener vers nous. On était, nous, des consommateurs, et c'est ce qui a fait que cette fréquence qu'on ressentait, elle a rencontré, à mon avis, beaucoup de gens. Donc l'humain, il s'est engouffré dans notre histoire parce qu'il n'y avait pas un cadre qui pouvait donner l'impression à quelqu'un de l'extérieur qu'il allait accompagner une marque qui n'était pas directement attachée à lui. Donc on a cassé cette barrière de « je pousse mon caddie, est-ce que je prends ou pas le produit en fonction de la com ou du marketing ?» Non, là c'était ma marque, c'est ma marque. Que je m'implique à un niveau 1 ou 10, je n'ai pas de barrière entre ce que je fais et le résultat direct de ce qui se passe en transparence. Voilà. Donc le témoignage qu'il note, c'est de se rendre compte que quand on n'a pas eu de directeur financier pendant 3 ans et demi, je jure, mon Dieu, il ne faut pas jurer, mais que je ne savais pas le chiffre d'affaires au bout de 3 ans, je ne le savais pas, ça marchait. On nous avait dit, vous vendrez au maximum 5 millions de litres, c'est un plafond de verre pour une nouvelle marque. Vous n'avez pas de commerciaux dans les magasins, ça ne peut pas marcher. Pas de pub à la télé, ça ne peut pas marcher plus que ça. Première année, 33 millions. Deuxième année, 66 millions. Et au-delà des chiffres, à l'autre bout, des producteurs, respirant, retrouvant le sourire, ayant des nuits normales. Donc l'humain s'est emparé dans un tourbillon qui a dépassé tout ce qu'on avait créé, puisqu'on n'a pas de stratégie, on ne se rendait même pas compte vraiment de ce qui se passait. Et c'est la fameuse murmuration du monde animal. Alors bon, je ne vais peut-être pas vous rappeler ce qu'est la murmuration, mais c'est la seule explication je le dirai peut-être à la fin. Mais maintenant, pour qu'on comprenne en 2 mots. On m'engueule parce qu'on dit ouais, tu dis toujours le même truc, mais bon. Non mais en fait, je parle d'un truc très naturel, mais j'ai une espèce de discours comme ça, je ramène en permanence et les mêmes chaussures à chaque conférence. Pas les mêmes chaussettes. J'ai vu que j'avais pas les mêmes chaussettes. Non, en fait, la murmuration, c'est comment ça a marché, c'est qui le patron? Il y a eu un journaliste du Times qui est venu, qui a regardé cette initiative française, mais comment 100 millions de produits par an, le lait le plus vendu de France hors MDD, cette petite brique créée par des consommateurs, la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. Le Monde économique n'a pas créé une marque qui s'est plus vendue que cette petite marque de consommateurs sans agence de com, sans dividendes reversés. Enfin bon, une belle aventure. Et moi, je ne savais pas répondre à ça. On n'a pas eu de stratégie. Et il y a un sociétaire qui a dit non, il y a une réponse dans le monde animal. Là. Ça s'appelle la murmuration. Alors, je ne savais pas ce que c'était. La murmuration, c'est les immenses vols des tourneaux que vous voyez dans des volutes parfaites, par milliers d'individus tournés comme ça dans un mouvement parfait. Les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y a pas un oiseau qui envoie une impulsion aux autres. C'est l'intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire à ce groupe tout entier. Voilà, donc il y a une part comme ça qui échappe à l'organisation, à la structuration, et qui, quand on met cet espace en place, et que l'humain s'engouffre, sans comptabilité, sans stratégie, sans réunion, il y a une force phénoménale et qui devient, par exemple, cette aventure qui redonne le sourire à beaucoup de producteurs à l'autre bout. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra sur cette murmuration. Est-ce que ça nous dit ? Merci beaucoup. Peut-être Nicolas Rouffet, on va rester un peu en France et puis après je pense que Catherine et Thomas auront peut-être une vision un peu plus internationale. Restons un peu en France et Duralex, l'humain c'est quoi concrètement dans la vie de l'entreprise, de l'usine ? Du coup, je vais être un peu plus industriel, un peu plus usine. Pour moi, convaincu bien avant l'aventure de la SCOP, l'humain est capital, parce que quelle que soit la position, que ce soit un ouvrier en bout de ligne ou un technicien, un spécialiste de formage, et puis alors encore plus dans l'industrie verrière, vous pouvez mettre tous les robots que vous voulez en bout de ligne pour empiler ou mettre en boîte ou sur des vracs et des complets, peu importe l'emballage que vous voulez, des verres, ok, ça évidemment, des robots, ça évite la pénibilité sur les hommes. Par contre, le réglage des machines pour former le verre correctement, ça se fait à l'œil. C'est plusieurs années de pratique, c'est plusieurs années d'observation. À l'époque, quand moi j'ai commencé, il y a quelques années maintenant, j'ai commencé avec un ancien qui partait à la retraite et qui m'expliquait que lui, il avait été apprenti d'un maître verrier. C'était à l'époque où il y avait le silence de l'apprenti, où l'apprenti observait pendant 3 ans, n'avait pas le droit de parler, juste il observait. Et oui, c'est des métiers où en fait l'œil humain, il y a un besoin de connaissances, de compétences, d'expérience que rien ne pourra remplacer. Je parle pour l'industrie verrière, hein. Je ne parle pas pour les autres industries que je ne connais pas, mais pour notre cas, c'est clairement ça. Et aujourd'hui, on voit même
sur plein d'éléments. Et moi, je voyais avant, c'est avant, on appartenait à un groupe qui était détenu par un fonds d'investissement européen, luxembourgeois, blablabla. Mais c'était, non, ça, il faut l'améliorer. Donc, Nicolas, parce que j'étais déjà directeur industriel, donc directeur de l'usine, il me disait, Nicolas, là, on va faire venir des consultants parce qu'on va faire ça. Et moi, je leur disais, attendez, on doit sauvegarder le cash, on doit faire attention à notre argent. Moi, j'ai une idée, laissez-moi faire. Tout simplement d'aller discuter avec les gens qui sont sur la même machine depuis 20 ans, qui regardent cette machine tourner, mais à qui on n'a jamais demandé l'avis, à qui regardent. Et en fait, juste de leur demander leur avis, on s'intéresse à eux. Premièrement, d'abord, ils sont un petit peu étonnés. Puis, petit à petit, ils disent « Ah oui, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je vois que quand il y a ce défaut-là, derrière, il y a ça. » Il est incapable de l'expliquer, mais il le voit, il le sait. Et donc, on fait un petit groupe de travail. Alors, moi, je fais des petites réunions, des petits groupes de travail, mais je ne fais pas des groupes de travail avec des chefs de service. On fait avec des experts, avec des ouvriers, on inclut tout le monde. Et là, d'un coup, les gens, ils s'impliquent. Ils se sentent impliqués. Et cette implication, ça fait grandir l'entreprise parce que les gens, à partir du moment où ils se sentent impliqués, ils vont faire le même volume horaire de travail. On ne va pas les faire travailler plus, mais par contre, ils vont délivrer beaucoup plus. Et on va commencer à avoir une croissance durable et ils vont commencer à être créatifs, à proposer des choses. Et là, en fait, la force de l'humain fait qu'en fait, on s'améliore tout naturellement. Donc, il n'y a pas besoin de faire... Voilà, les gens connaissent leur travail et il faut juste les impliquer. L'implication de l'humain est pour moi clé. Peut-être de passer à Thomas Gault. J'aimerais bien entendre votre réaction à ce que vous avez entendu sur le fait de ne pas forcément avoir de stratégie financière très précise et puis de ne pas forcément faire appel à des cabinets de conseil. Comment vous voyez ça? Et puis votre poste d'observation aussi de plusieurs entreprises qui travaillent avec l'étranger, là, pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile de passer d'abord après Nicolas, qui a quand même du métier, et puis aussi après Nicolas, l'autre Nicolas, pour le coup, qui, au sein de Duralex, à juste titre, m'a rappelé mes premières années de consultant. On passe normalement du temps à écouter les gens qui sont les spécialistes, quoi. Si on fait bien son métier, normalement. D'ailleurs, on nous le reproche, on apporte des solutions qui sont déjà là. On a peut-être un certain talent aussi pour les faire maturer, pour les faire accoucher. Voilà, il y a plusieurs types de consultants. Mais revenons aux propos. Oui, effectivement, nous, notre métier, c'est d'accompagner nos clients. Moi, en particulier sur ces questions, vous l'avez rappelé, Marie, tout à l'heure, de chaîne d'approvisionnement responsable. Et c'est vrai, alors c'est un lieu commun, mais on part très souvent du diagnostic. Et sur cette question donc des droits humains notamment, et des problématiques dans la chaîne de valeur, les sujets étant tellement complexes, étant tellement diversifiés, éparpillés, que cette notion de cartographie, de diagnostic est vraiment fondamentale. Et donc c'est souvent comme ça qu'on aborde nos projets. Et d'ailleurs, je remercie Nicolas de Duralex, parce qu'il m'a soufflé une certaine forme d'idée par rapport aux machines et à l'importance de l'humain. Nous, chez EY, et l'équipe le sait bien, on lutte un peu contre un certain nombre de logiciels quand il s'agit de faire une cartographie des risques. Aujourd'hui, il y a plein de logiciels, vous appuyez sur le bouton et dans une chaîne de valeur extrêmement complexe, ça vous sort en deux temps, trois mouvements et pour quelques centaines d'euros, l'alpha et l'oméga de ce que vous devez faire. Alors, évidemment, nous, dans ce contexte-là, on va bientôt plus avoir de travail. Bon. Heureusement, généralement, ces analyses, d'abord dans le fond, elles manquent cruellement de profondeur, de prise en compte d'un certain nombre de complexités. Et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, dans ce que je pensais être quelque part un peu le métier du consultant, elles ne sont pas en capacité de faire accoucher, parce qu'il faut d'abord convaincre les gens de l'entreprise que les problématiques sont bien celles-là. Donc il faut comprendre leur métier, et puis ensuite, il faut avoir l'expérience qu'on a, nous, sur ces sujets depuis 2017 et l'avènement de la loi sur le devoir de vigilance. On a beaucoup travaillé là-dessus, et donc on a approfondi des méthodologies avec des outils, bien sûr, on n'échappe pas à la digitalisation. Mais voilà, en tout cas, nous, notre témoignage, c'est que pour faire une bonne stratégie, malgré tout, ou en tout cas pour taper aux bons endroits et gérer ces problématiques, il faut faire l'inventaire des sujets. Et donc pour ça, une cartographie est le plus indiqué. Et puis ensuite, il faut évidemment choisir des combats, car on ne peut pas adresser tout. Il y a beaucoup de complexité. Et l'idée n'est pas de taper au même endroit avec la même force. Voilà. Merci beaucoup Thomas. On reviendra sur votre regard de la supply chain et de l'approvisionnement responsable, parce que j'aimerais qu'on passe la parole à Catherine Doriac,
Vous êtes quand même sur les mêmes terrains un peu tous les deux, de regarder ce qui se passe d'où viennent nos vêtements et voilà, comment est-ce qu'ils ont été fabriqués. C'est votre spécialité à vous, Catherine Doriac. Oui, nous on n'est pas consultants, on est une ONG, hein, donc avec tout le travail bénévole que ça implique, mais on est là aussi pour faire des masterclass auprès des maisons de mode quand elles en ont besoin. Pour nous, l'humain, dans la chaîne de valeur textile, c'est la pièce indispensable, hein, parce que les vêtements ne sont pas fabriqués par des robots pour le moment, et je ne pense pas que ça puisse arriver un jour. Au bout de la chaîne, il y a de toute façon un être humain. Cet être humain est une femme à 80%, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est important. Et ce sont des femmes qui sont dans des conditions de travail exécrables, très difficiles, 16 heures par jour dans des usines où il fait une chaleur d'enfer. Et je dis bien d'enfer, hein, il n'y a pas de clim. Elles subissent des harcèlements moraux, sexuels, parfois même des meurtres. Donc là, tous les vêtements que l'on porte, hein, que ce soit de la fast fashion, de l'ultra fast fashion ou du luxe, c'est les mêmes conditions de travail. Il ne faut pas se leurrer et penser que parce qu'on va payer plus cher un vêtement dans une marque de luxe, que c'est mieux. Donc faire très attention où sont fabriqués les vêtements. Pour nous, c'est capital. Notre hashtag principal, c'est Who made my clothes? Qui a fabriqué mes vêtements? Et dans ce mot, qui, c'est bien une personne humaine. Et on adresse cette question depuis donc cette catastrophe du Rana Plaza pour que les gens prennent conscience, en fait, que vous portez sur vos épaules souvent du plastique, 65% des textiles, c'est du polyester, mais aussi la douleur, les larmes et le sang de personnes humaines. Donc je pense que ça, c'est une question à se poser avant d'acheter. Et 150 milliards de pièces de vêtements produits par an pour 8 milliards d'humains dont la moitié n'achètent pas de vêtements, ça paraît quand même un peu problématique. Mais alors ça soulève l'enjeu de la traçabilité et peut-être Thomas Ago, vous pouvez nous redire un peu ce qui se passe, comment on arrive ou pas à tracer d'où vient, qui a fait mon vêtement. Ben, c'est un sujet complexe, ça a été dit par Catherine à l'instant. Il se trouve que pour le coup, des outils se développent et on a eu l'occasion, il y a quelques années, d'accompagner un grand nom de la cosmétique sur la mise en place d'une plateforme de transparence et de traçabilité, un peu comme un réseau social qui progressivement permet, alors non pas à ses fournisseurs de rang 1, sur lequel cette entreprise avait évidemment une bonne visibilité et de bonnes relations contractuelles, mais qui permet aux fournisseurs de rang 2, de rang 3 et au-delà, progressivement de s'enrôler dans cette plateforme avec une bonne gestion de la confidentialité qui est évidemment primordiale pour effectivement se rapprocher de ces chaînes, se rapprocher de ces fournisseurs. Évidemment, la motivation de cette entreprise, c'était d'abord et avant tout, alors entreprise de luxe, donc aux antipodes probablement d'un fabricant, d'un producteur de lait, mais donc il y a beaucoup de moyens, mais pour le coup, je trouve qu'il en a fait plutôt bons usages, à savoir de financer cette plateforme qui est maintenant publique et auquel beaucoup d'autres entreprises collaborent, pour quelque part découvrir un peu tous ces secrets, toutes ces chaînes qui sont finalement un peu cachées, et c'est évidemment quand c'est caché que c'est problématique. Et progressivement, cette transparence se fait, permet aux uns et aux autres d'avoir une bonne idée des conditions dans lesquelles les ingrédients, les sous-composants dont l'industrie cosmétique a besoin, vérifier que ça se fait dans des conditions qui soient évidemment respectables. Donc pour eux, c'est absolument primordial. Et ça, je trouve que ça rechallenge aussi un peu la vision, là encore, très spécifique peut-être au luxe, qui a beaucoup plus de marge de manœuvre que d'autres secteurs d'activité. Le directeur achat de cette entreprise se qualifiant lui-même de DRH des ressources extérieures. Donc il n'envisage plus tant son métier comme celui d'un approvisionneur qui va les challenger et taper sur ses fournisseurs, mais davantage, on essaye de co-construire des choses pour essayer de les faire bien. Encore une fois, ça s'applique à certains secteurs et pas à d'autres. Merci beaucoup. Nicolas Rouffet, peut-être j'aimerais qu'on parle de
performance économique et performance sociale. Alors, ça fait donc 2 mois et demi que vous êtes passé en scope, donc que les salariés ont pris le capital, l'actionnariat de l'entreprise Duralex. C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez le lien entre le fait d'avoir des salariés bien traités, bien dans leur travail, et la performance économique qui peut en découler derrière? Alors, tout à l'heure, je parlais de l'implication, où on demande finalement, plutôt que certains consultants, pas tous, de demander de l'aide extérieure pour améliorer telle ou telle production, telle ou telle machine, tel ou tel rendement, peu importe. Mais il y a aussi le fait pour augmenter cette implication des salariés, je vais prendre l'image du caillou noir dans la chaussure. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans toutes les entreprises, hein, pas que dans mon usine, pas que dans une usine, mais même dans des bureaux, des choses qui viennent au travail, mais qui ne sont pas forcément bien. Et donc c'est l'image, ils ont un caillou noir dans la chaussure. Ils ont quelque chose qui les gêne. Ils sont pas à fond, ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise. Voilà. Ils ont quelque chose qui les gêne, comme un vêtement trop court, par exemple, être une taille en dessous. Et en fait, ça, c'est le rôle pour moi du manager d'essayer de comprendre, de discuter, d'échanger. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'est pas à la bonne place? Est-ce qu'il y a un souci avec le collègue? Est-ce que ça ne va pas avec sa hiérarchie? Est-ce que les conditions de travail ne sont pas les bonnes? Est-ce que, par exemple, il souffre de quelque chose, d'un handicap ou de quelque chose qu'il ne dit pas et les conditions de travail ne sont pas les bonnes? Mais bref, à partir du moment où on va commencer vraiment à s'intéresser à ça, à lui enlever ce fameux caillou noir dans la chaussure, l'implication va augmenter. Et donc, en fait, finalement, on va travailler sur la qualité de vie au travail. Pour moi, qualité de vie au travail, ce n'est pas synonyme de ce que certains font dans la Silicon Valley, mettre des baby-foot, des toboggans et tout ça. C'est vraiment que la personne vienne au travail, pas reculons, pas de boule au ventre, pas de caillou noir dans la chaussure, et qu'il soit bien dans ce qu'il fait. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, nous, le modèle de la SCOP contribue à ça, puisque là, les gens travaillent pour leur entreprise, pour leur usine. Ils savent qu'une partie des futurs bénéfices vont rester dans l'entreprise, c'est légal, ils doivent être réinvestis dans l'usine. Une autre partie va être distribuée entre eux, tous les salariés, et une autre partie entre tous les salariés actionnaires. Parce que tous les salariés ne sont pas obligatoirement actionnaires. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Mais donc voilà, donc il y a une partie, ça reste dans l'usine, et l'autre partie, c'est les salariés qui se le partagent. Donc finalement, ils travaillent en plus pour eux. Donc si on travaille sur la qualité de vie au travail et que la partie, on va dire, financière, ça ne part pas dans des fonds, il n'y a pas ce qu'on appelle les management fees qui partent à droite, à gauche. Je ne parlerai pas de ce qu'on a découvert avant, mais finalement, on augmente l'implication, on augmente la qualité de vie au travail et ils viennent au travail plus heureux, et donc en fait, ils s'épanouissent. Et s'ils s'épanouissent, pour moi, ils deviennent plus créatifs, ils ont envie que ça s'améliore, ils ont envie qu'il y ait moins d'arrêts, que l'usine soit plus propre, que les déchets soient mieux triés. Ils s'impliquent davantage. Et là, finalement, si on revient sur la question initiale, qui est la partie économique, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, on va avoir une croissance durable. On va vraiment avoir une croissance durable, ce qui est le plus important. Vous me disiez qu'un des premiers signaux que vous voyiez, c'était le nombre d'accidents du travail qui avait complètement chuté. Nous, il a chuté déjà depuis presque un an. J'en suis à 325 jours sans accident et carré. Parce que dans l'industrie verrière, dans l'industrie à feu lourd, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a des connaisseurs dans la salle. Ouais. Et surtout que nous, on n'a pas une usine qui est toute récente. Hein. Les derniers investissements remontent d'il y a très très longtemps. Parce que tous les actionnaires qui sont passés, ils ont gratté sur le dos de la bête sans jamais rien mettre dedans. Donc il y en a des machines qui sont vieilles, qui sont anciennes. Elles sont pas vieilles, elles sont anciennes. C'est pas tout neuf. Mais voilà, donc les conditions de travail ne sont pas optimum aujourd'hui chez Duralex. Néanmoins, en travaillant sur l'implication des salariés, en disant attention, la priorité, c'est votre sécurité. On vient travailler en sécurité, c'est repartir, c'est rentrer chez soi en bonne santé. Vous ne venez pas pour vous blesser. Travailler là-dessus et puis, en fait, petit à petit, leur prendre confiance que finalement, bah oui, on veut améliorer leur qualité de vie au travail. On ne veut pas qu'ils travaillent dans des conditions indécentes. On n'est pas à quelques points de rendement. Et donc voilà. Et effectivement, ça, c'est ce qu'on avait commencé donc, avant de passer en scope. Et là, le fait de passer, on augmente encore. On augmente l'implication, on augmente sur sa sécurité et on reste sur la même dynamique. Et j'ai envie de dire, même si je n'ai pas de chiffres pour le mesurer, que ça s'accélère. Ça s'accélère.
Merci beaucoup. Alors, on va continuer à avancer avec Nicolas Chaban pour, à travers cette question de la performance économique, vous l'avez évoqué, hein, votre marque a rencontré son succès et se développe. Donc, j'ai cette première question. Voilà, vous avez déjà, vous, établi le lien entre le modèle social, humain et la réussite économique. Ce que j'aimerais savoir, peut-être pour faire un pas un peu de plus, c'est comment se fait-il que ça reste, d'une certaine manière, les modèles un peu vertueux dont on parle restent encore marginaux, même si Solène disait, on est entre convaincus là. Comment ça se fait que ça reste encore marginal et comment on pourrait aller plus loin en fait? Ouais, ça, c'est un grand mystère, mais même pour nous, parce que quand vous êtes une marque de consommateur, vous ne voulez pas être Coca-Cola. Vous voulez que d'autres marques fassent pareil. Alors nous, c'est un peu consommateur. Moi, je venais un peu, j'avais fait les gueules cassées, les fruits et légumes moches avant. Je ne peux pas faire croire que je ne connaissais pas un tout petit peu, mais j'étais vraiment pas un expert du monde agroalimentaire. Mais on a vu Danone nous appeler, Nestlé, enfin, je sais qu'il ne faut pas trop citer de nom, mais bon. Et puis ils nous ont dit, mais nous, c'est assez fascinant pour nous, parce que nous, on est très près des producteurs, des consommateurs. Et d'ailleurs, il y avait des gens plutôt de bonne volonté, c'est des pères de famille. Tu te dis, ok, bon. Et on a passé un temps, mais vous n'imaginez pas, à tout leur donner. On leur a donné les cahiers des charges. Danone, on leur a dit, mais mettez du lait équitable dans vos yaourts. On mettra que c'est fait avec du lait équitable, je vous assure, on les achètera avec le même élan que des yaourts qu'on aurait fait nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas la culture de part de marché, être le plus gros, le plus fort. Bon. Eh bien, il n'y en a pas un au bout de 8 ans, et c'est quand même assez incroyable, là c'est un mystère pour nous, alors qu'ils ont vu, et je refais ce classement, imaginez ça, il y a quelqu'un qui m'en a parlé après, il y a tous les directeurs marketing, commerciaux, financiers de France qui créent des marques depuis 10 ans, ils y mettent des millions, ils mettent de la pub à la télé, ils ont des forces de vente incroyables, et puis arrive le classement, en haut de la liste, classement Nielsen. C'est qui le patron? Marque solidaire, que des produits équitables, pas des produits au premier prix. Hein. C'est-à-dire que c'est des records de vente avec des produits qui aident à l'autre bout et qui créent de la valeur et qui évitent un impact environnemental un peu débile, etc. On se dit, ils nous appelaient en disant, bon, comment on fait quoi? Il n'y en a pas un qui appelle. C'est-à-dire que le logiciel, alors que là, on est en phase de résultats économiques, même le plus cynique pourrait se dire, je vais aller rechercher cette part de résultats. C'est un vrai autre chemin et c'est un peu triste. Et à la fois, peut-être qu'il faut ouvrir nos yeux. Moi, ça fait 8 ans que je parle avec toutes les marques, les grands fabricants, parce que les producteurs, ils sont chez eux. Pour aider tous les producteurs de France, il vaut mieux que les grandes marques payent au juste prix qu'on attende de vendre 1 milliard de litres de lait. Est-ce que vous voyez un levier pour changer de logiciel? C'est pas mon habitude, mais franchement, au bout de 8 ans, à moins que un nouveau DG chez Danone arrive avec un peu moins d'oreillettes connectées au fond, etc. Mais franchement, ils arrivent, ils sont des pères de famille, ils rentrent dans... Il y a une espèce de tour de magie, clac, ils rentrent. Là, il y a toute la sensibilité très naturelle, le bon sens collectif, la bienveillance qui s'indexe. Il y a un logiciel, il y a une dimension empirique, on doit réfléchir d'une certaine manière. Et tout se bloque. Donc, on s'est dit, nous tous, on va reconstruire à côté, quoi. C'est-à-dire que passer du temps au 8e étage à changer une fenêtre, une porte, c'est trop long, quoi. Et donc, on a quelque chose, je vais aller vite là-dessus, mais phénoménal. On parlait d'humain, on n'est fait que de ça. Les gens qui dépensent cet argent, hein, en France, on dépense 1600 milliards d'euros par an, dépenses des ménages. Le 1er janvier, rendez-vous compte, tout l'argent est dans nos poches. Le 1er janvier, il est dans nos poches, à nous, de consommateurs, de citoyens, avec une seule envie, c'est que les choses s'arrangent, que dans les entreprises, il y ait des salariés mieux payés. Comment on fait? Donc c'est là où il faut à un moment donné qu'on identifie les entreprises qui nous disent où va notre argent, à quoi il sert. Moi, demain, des entreprises où tous les salariés sont bien payés pour des bonnes raisons et qu'on peut le vérifier, j'amène mon argent ici en masse, et puis ensuite ça rebondit sur une autre entreprise qui paie bien ses salariés, qui paie bien ses producteurs. On a tout entre nos mains, et on a plus que de l'argent. On a le trésor absolu, totalement sous-estimé, c'est nos heures disponibles, notre énergie pour à un moment donné s'emparer du sujet et dire on change les choses. Et nos actes d'achat, évidemment, c'est devenu banal depuis qu'Arnaud Montebourg l'a dit à tout le monde, mais c'est une énorme carte, un bulletin de vote.
C'est-à-dire que tu mets des petites impulsions, mais le gros paquebot là, qui a du mal à bouger, le monde là, qui avance sur cette mer un peu compliquée, tu lui mets 800 millions de petits remorqueurs, il va tourner. Voilà, donc il y a plein d'espoir à revoir les choses différemment, mais je crois qu'il ne faut plus passer par le logiciel d'avant, même si on rêverait que tout le monde change. On peut, en changeant nous-mêmes le point de départ, le pas de vis, et j'ai fini, le millimètre de départ, il fait 100 km à l'arrivée. Il faut que ce soit droit tout de suite. Pour ça, vous prenez 2 piliers, bon sens collectif, bienveillance, et après, notre volonté de changer fera le reste. Merci beaucoup. Alors, une courte réaction de Solène, et puis ensuite, j'aimerais entendre Catherine sur ce qui se fait à l'international et ce qu'on pourrait faire avancer encore. Juste pour dire qu'en fait, les bonnes intentions dans les grands groupes, ça ne suffit pas. J'avais quelques semaines un ami qui dirige un gros bout d'un groupe du CAC 40, qui est un super gars, psychanalyste, dirigeant d'un grand groupe, enfin, bon, assez singulier, comme je les aime. Et il me dit, Solène, j'en peux plus, en fait, j'arrive pas à faire bouger les lignes. Donc c'était une courte réponse, c'est qu'en fait, il ne suffit pas d'être un dirigeant exemplaire pour faire bouger une grosse boîte. C'est systémique. Il y a des actionnaires qui ne veulent pas forcément que ça bouge. Il y a des salariés qui ne veulent pas forcément que ça bouge. Donc c'est tout un système. C'est tout. Ouais, mais vite fait, après j'arrête, je passe mon tour. Le grand patron, le plus riche, le plus grand fonds économique, il a un patron sublime et extrême, c'est le consommateur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'ils sentent que les profits vont passer par une autre approche du monde, ils vont réindexer leur vision, mais encore faut-il qu'on leur montre. Merci beaucoup. Catherine Dorec, ça fait aussi de la transition avec nous, acheteurs de vêtements. Voilà, c'est ça. J'allais rebondir sur le consommateur. Le consommateur, malheureusement... Alors, moi, je ne parle pas de lait et de fromage ou de beurre, parce que vous faites du beurre aussi. Je parle de vêtements, mais pas simplement de vêtements. Il y a aussi tous les textiles qui nous entourent. Donc, le consommateur, il n'est pas au courant, en fait, de la façon dont on fabrique ces vêtements, à partir de quoi, et non plus... quel est l'impact pour sa santé. Parce que l'impact pour la santé des travailleurs à l'autre bout du monde, on le connaît, hein, c'est délétère. Mais pour nous aussi, ces vêtements sont délétères. Donc, quand on met l'humain, nous, ONG, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, quand on met l'accélérateur, par exemple, pour accompagner les lois, comme la loi sur le devoir de vigilance, auquel on a participé en 2017, mais aussi la loi contre la fast fashion qui a été votée à l'Assemblée nationale le 14 avril, malheureusement avant la dissolution. Donc maintenant, on navette dans l'infini sidéral, mais on garde quand même le radar. Tout ça, ça avance pas si vite que ça. On aimerait bien que ça avance plus vite. Par exemple, cette loi contre la fast fashion, c'est une loi environnementale. Il y a rien sur les droits humains. L'affichage environnemental de nos vêtements, qui va être mis bientôt à contribution des marques en 2025, c'est pareil, c'est environnemental, c'est dans le titre. On ne parle pas de droits humains, encore une fois. Donc, en fait, il y a tout un pan de cette activité économique qui est très importante, et notamment pour la France, qui est un des plus grands pays de la mode au niveau international. Environnemental, d'accord, mais les droits humains... Est-ce que les deux sont pas liés? On peut se dire, en tout cas, en agissant sur l'aspect environnemental, ça peut aussi bénéficier aux travailleurs, par exemple. Non, pas du tout, ce n'est pas du tout lié. Je pense que vous êtes d'accord, monsieur. Ce n'est pas du tout lié. Les droits humains, les salaires vitaux. Quand on parle de salaire dans la chaîne de valeur textile dans les pays d'Asie, on parle de salaire minimum. Le salaire minimum, c'est l'équivalent du SMIC ici, mais le SMIC ici n'est pas un salaire vital. Ça ne suffit pas pour vivre le SMIC. À la fin du mois, les gens sont dans le rouge. Là-bas, c'est pas à la fin du mois qu'ils sont dans le rouge, c'est le 3e jour du mois. Il n'y a plus rien à manger, on ne peut pas aller chez le médecin, on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, donc les enfants vont au travail. C'est pour ça qu'on a 160 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Enfin, tout est lié en fait, c'est un cercle vicieux. Donc il faut vraiment travailler sur le salaire, un salaire juste et... moi, j'emploie salaire vital. C'est pas tout à fait le mot que vous avez employé tout à l'heure. Mais voilà, se poser la question de quoi a-t-on besoin pour vivre et comment faire pour que chacun ait selon ses justes besoins.
Alors peut-être pour faire le pont avec Tomago et puis cette question de est-ce que la réglementation, vous avez évoqué, hein, Catherine Doriac, le devoir de vigilance, il y a la fameuse CSRD qui va inviter les entreprises à faire des comptes rendus sur leur activité en termes extra-financiers, donc normalement le social doit y être, l'environnemental aussi. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça peut être un vrai levier de progrès ou est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? C'est vrai que moi je me retrouve toujours un peu à parler en tant que consultant des réglementations. C'est un peu pénible, mais force est de constater que c'est quand même un peu nécessaire. Juste pour revenir sur ce que disait Nicolas, c'est vrai que, et même sur ce que disait Catherine, il y a toujours cette injonction contradictoire qu'on voit bien. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas évoqué Chine et la fast fashion, mais vous avez beau dire aux gens, on l'a vu avec les ouragans, enfin, on s'est pris 100 mm d'eau hier sur Paris, on sait que le réchauffement climatique est probablement en grande partie responsable. Et pour autant, on ne fait rien. Et donc, tant que ça ne brûle pas et qu'on n'est pas en train de cramer, très difficile d'aller chercher. C'est en ça que les réglementations sont probablement bénéfiques, même si elles sont contraignantes. Et donc, vous l'avez dit, la CSRD est en train d'être mise en œuvre. On aura donc les premiers rapports dans quelques mois, au mois de février-mars, au moment de la publication des rapports financiers des entreprises. Donc, on va bien voir. Nous, à juste titre, on accompagne les entreprises depuis maintenant 18 mois. Force est de constater qu'en France, en tout cas, on est en avance. On a été les premiers à transposer le 9 décembre 2023. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Il y a encore des pays européens où ça n'est toujours pas transposé. Ça va être, j'en ai aucun doute, d'ici la fin de l'année. Donc c'est long. Mais je pense qu'on va en tout cas, et c'était un des principaux objectifs de cette CSRD, réduire assez nettement le greenwashing et le social washing. On va avoir une meilleure comparabilité des rapports, on va avoir des standards de calcul des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des standards sur toute la partie sociale qui fait bien partie de ces questions-là. Donc, rendez-vous dans un an pour faire un peu le bilan, mais je pense qu'on va améliorer les choses. Dernier truc, parce que je voulais en parler, j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence de Mathilde Lemoine, qui est chef économiste chez Edmond Rothschild, et dont le dada, c'est le capital humain, théorie du capital humain. Et elle démontre assez nettement qu'en France, donc la théorie du capital humain, ça consiste grosso modo à investir dans le capital humain tout au long de la carrière, dans l'éducation, dans la formation professionnelle, aussi bien par la puissance publique que par les entreprises. Et elle démontre qu'en Europe, et en particulier en France, on est probablement peut-être très bon au niveau éducation, mais après la formation et le maintien des compétences, en particulier des seniors, tout au long de la carrière, c'est plutôt très mauvais. Là où les États-Unis et la Chine semblent avoir mis ce capital humain au cœur de leur modèle de croissance, et si on avait jusque très récemment un avantage en termes de productivité, on est en train de perdre, entre guillemets, ce combat-là. Donc il est encore temps. Mais pour rejoindre le modèle, on a aussi une problématique. La puissance publique, face à ce constat, pourrait choisir d'investir massivement. Elle ne le fait pas. Là aussi, vaste débat. Pourquoi ? Et puis un levier potentiel aussi pour faire avancer les choses. Alors merci beaucoup. Je propose qu'on laisse la parole à la salle. Nous avons une personne qui va aimablement faire circuler le micro, lever le doigt. Voilà, je vois une première personne. S'il y a plusieurs questions, on va les prendre. On va en prendre jusqu'à 3 pour grouper, essayer qu'on puisse en prendre le maximum. Si vous pouvez poser une question concise, éventuellement vous présenter. Merci beaucoup. Jean Benartamasseb, consultant chez BL Evolution. Vous dites qu'il faut mieux payer les gens, mais il n'y a pas un argent infini. Si on paye mieux des gens, il faut moins payer d'autres. Est-ce que vous plafonnez les écarts de salaire dans vos entreprises respectives ? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, merci pour cet échange réjouissant, Christophe Pouilly, la Fabrique du Futur. Un petit clin d'œil sur l'introduction de Nicolas Chaban sur l'importance des agriculteurs. Je ne sais pas si vous savez d'où vient la notion, le terme de capital humain. Non. Eh bien, ça vient d'un fermier du Dakota. En fait, c'est un économiste américain qui s'appelle Theodore Schultz, qui, en 1960, faisait des études sur l'économie agricole aux États-Unis. Et il interrogeait un fermier du Dakota.
sur la faiblesse de ces investissements agricoles. Et ce fermier du Dakota, lui, a précisé, écoutez, moi, j'investis dans le capital humain, j'ai envoyé mes 2 enfants étudier à l'université. Voilà, c'était juste petite remarque. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour l'instant... Ah, madame, alors derrière vous, voilà. Bonjour, je suis dirigeante d'un organisme de formation dont le slogan est l'humain au cœur. Donc on est bien dans les thématiques. Et je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit entre le fait que vous êtes face à des dirigeants bons pères de famille et que le bon sens que vous leur amenez n'est pas forcément appliqué. Et ma question, c'était autour de la notion du paternalisme, c'est-à-dire qu'on est quand même, je trouve, à un fondement de notre société sur lequel on fait face par rapport à cette question-là, et un fonctionnement très hiérarchique basé sur ce paternalisme-là, que le père, c'est pour la famille, et donc au niveau de l'entreprise, le patron, c'est pour les salariés. Et ça rebondit par rapport à ce que vous disiez, Nicolas Rouffet, sur Duralex, qu'on ne va pas les demander aux ouvriers, parce qu'en fait, on sait mieux qu'eux aussi. Donc, quelle est la place pour vous du paternalisme dans ces thématiques-là? Et comment est-ce que vous le questionnez, vous y faites face, vous le prenez en compte? Merci. Merci beaucoup. On va peut-être pour l'instant rester sur ces 2 questions. Le plafonnement des écarts de salaire et puis votre vision sur le système paternaliste / vertical hiérarchique. Alors, qui se lance? Je peux dire un mot sur les 2. Nous, on est dans la règle du 1 pour 5 sur la partie salaire. On est plutôt à 4,2. Et pour la partie paternalisme, alors là, c'est... Moi, je sais pas, il faut que je me concentre pour ne pas faire trop long, là. La fameuse, les experts, les patrons experts. Ou alors les experts dans les ministères. Et vraiment, on essaie d'être toujours très bienveillant. Hein. Vous ne nous voyez jamais attaquer. Et on essaie de pas trop faire de discussions de bistrot, tout ça. Bon, mais franchement, on a compris, là, au bout de 8 ans, que l'expert, ou le patron qui pense savoir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, d'ailleurs, à écouter des gens, comme tu l'as très bien dit, qui tous les jours font une chose tellement mieux pour avoir capitalisé l'expérience. L'expert, ou le directeur du marketing, il est capable, enfin, entre autres, hein, et il se dit, voilà, moi, j'ai étudié, je dois réfléchir pour trouver des solutions au nom d'une masse de gens, mais je ne vais quand même pas réfléchir avec le même cerveau, donc le même bon sens que des gens qui pourraient amener des solutions toutes simples. Et très inconsciemment, même si c'est des gens plutôt sympas dans la vie, ils ont tendance un peu à loger comme ça. C'est de là que vient le hors-sol, c'est-à-dire que je vais trouver une solution que inconsciemment personne n'aurait trouvée. Alors qu'on leur dit, mais regardez, il y en a plein des solutions qui marchent dans la vraie vie, il y a des assos qui font des choses incroyables. Pourquoi vous inspirez pas le monde politique de ce qui marche? Très inconsciemment, c'est perdre son job, finalement, que de reconnaître ça. Et le patron, il arrive, et puis par nature, il est un peu mieux payé, donc il a à entretenir une chose déjà de façon très inconsciente et personnelle, c'est qu'il sait mieux que tout le monde. Venez chez ces patrons voir à quel point il n'y a pas de patron. Tout le monde est responsabilisé. Après, on ne fait pas une revendication du fait qu'il n'y a pas... Il y a besoin de leaders aussi, un petit peu, enfin je me force à le dire pour ne pas être trop dans un... Il y a quand même un petit peu besoin de ça. Il y a des gens qui prennent des risques. L'entrepreneur, il ne faut pas le ramener à une échelle nulle. Mais il y a un équilibre sans doute à trouver. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire sur ces 2 questions. Alors, de notre côté, donc sur la partie écart de salaire, on rejoint Nicolas chez Duralex. Notre objectif, c'est d'être inférieur à un rapport de 1 sur 5. Aujourd'hui, on est d'une situation où on est un petit peu au-dessus, je crois que c'est 5,6, entre le directeur du site et l'ouvrier le moins bien rémunéré, enfin l'équipe, c'est souvent par groupe. Notre objectif, là, donc le passage en scope, le directeur de site est passé de directeur général de la scope, il n'a pas touché à son salaire. Et notre objectif premier, c'est de faire monter les bas salaires pour réduire cet écart et avoir un écart inférieur à 5. Sachant, je fais une petite parenthèse, que dans le cas quand nous on a été mis en redressement judiciaire par notre ancien groupe, il y avait d'autres repreneurs potentiels, concurrents à nous, à la barre du tribunal de commerce,
2 autres groupes, un groupe industriel et un autre groupe financier. Voilà. Et en fait, quand ils ont commencé à s'intéresser à l'entreprise, ils ont posé des questions, ils ont visité, ils nous ont demandé et il y en a quand même un qui nous a dit, ils voulaient tous reprendre en enlevant un certain nombre de personnes, mais il y a quand même un qui nous a dit, tiens, cet atelier-là, c'est un petit atelier de conditionnement interne. Par exemple, on fait des boîtes de conservation. Et une boîte de conservation, nous, on fabrique la base en verre, mais après, il faut mettre un petit couvercle en plastique et puis avec le légal à l'intérieur. Donc là, c'est une opération qu'on ne fait pas sur des machines. Donc ce sont des ouvriers et des ouvrières qui le font. Ils ont dit, mais c'est des petites mains. Et ils devraient être payés au SMIC, ces gens-là. Vous avez vu combien vous les payez? Et en fait, c'est quand ces gens-là ont commencé à s'intéresser au dossier du Ralex que nous, naturellement, l'idée de la SCOP est arrivée. On a dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Donc notre objectif, pour revenir à la question, c'est d'avoir un rapport inférieur à 1 sur 5 d'ici 2 ans. Voilà, ça va aller plutôt vite et je l'espère. Et la deuxième question, par rapport au côté paternaliste, je rejoins, je vais compléter juste un peu ce qu'a dit Nicolas, mais oui, les experts, et en fait il y a des gens qui se sentent, alors que ce soit des patrons, des directeurs, ou même juste des chefs de service, moi j'en ai qui sont là depuis 25-30 ans, qui ont peur de se sentir indispensables en fait. Si l'idée ça vient pas d'eux, si c'est pas eux qui disent fais comme ça sans écouter la personne, et ben en fait ils ont peur qu'ils vont plus servir à rien et qu'on va les mettre dehors. Et donc en fait l'objectif nous c'est de faire switcher ça, c'est de dire attends justement c'est un collectif, il faut les idées ça vient de tout le monde, il faut faire le brainstorming, toutes les idées sont pas bonnes à prendre, mais après il faut expliquer à la personne pourquoi son idée n'est pas retenue, en disant non sur ce coup-là, hop et l'expliquer, mais voilà il faut changer un petit peu ce modèle-là. Solène et puis ensuite on rendra la salle. Chères citoyennes, chers citoyens, il est l'heure d'opérer une vraie révolution. Je fais un appel aux femmes ici. Oui, le paternalisme pose problème et fort heureusement, beaucoup d'hommes l'ont compris. Merci à vous. Mais nous avons besoin de l'énergie des femmes et d'un rapport féminin au monde, qui n'est pas juste déconstruire le paternalisme, mais oser un rapport proprement féminin. Donc j'ai vraiment envie de nous lancer une invitation au féminin des femmes et au féminin des hommes. Prenez votre place. Merci. Merci à tous les 5 et nous rendons la salle. Merci à vous tous.